Jeudi 28 novembre 2019, la librairie Ombre Blanche recevait l'historien Gilles Havard à l'occasion de la publication de son livre « L'Amérique fantôme, les aventuriers francophones du Nouveau Monde » aux éditions Flammarion. Bonsoir. Oula, toutes les têtes se relèvent d'un coup, je suis désolé, je voulais pas vous brusquer. Merci d'être là ce soir. Alors je sais qu'il y a eu un appel parmi des étudiants à la fac pour qu'ils se ruent tous pour venir écouter la discussion. Je suppose qu'ils arriveront un peu plus tard, mais merci d'être là. Je pense que certains d'entre vous ont lu le livre dont on va parler ce soir, le livre de Gilles Havard, ou peut-être Bonsoir à tous. Le précédent. On va peut-être commencer, Gilles, par ce livre-là qui fait suite à un livre déjà très général sur l'histoire de l'Amérique francophone, française. Ensuite, un qui était sur une histoire générale des trappeurs et coureurs des bois. Maintenant, celui-ci qui est constitué en fait de 9 biographies de trappeurs, de traiteurs, de coureurs des bois qui se succèdent. Pourquoi prendre ce biais, ce côté biographique, et pourquoi vouloir raconter ces récits de vie ? Donc bonsoir encore et merci de m'inviter donc ici à Toulouse, où je viens pour la première fois. Donc effectivement, je pourrais évoquer le déclic qui est à l'origine un petit peu de ce livre. C'est vrai que j'avais fait une histoire générale des coureurs de bois. Donc les coureurs de bois, c'est ces individus qui, d'origine européenne, donc notamment des Français, mais pas seulement, qui se rendent dans les pays amérindiens pour collecter des pelleteries, des peaux animales, des peaux de castor, des peaux de chevreuil. Et donc c'est une aventure économique avant tout. Et c'est une aventure économique dans laquelle il y a beaucoup d'interactions culturelles, donc entre des populations, des individus d'origine européenne, qui sont tous des hommes. Donc ça, c'est aussi une caractéristique importante de ce phénomène historique, et qui sont extrêmement mobiles et qui donc se rendent au devant des populations autochtones en remontant les rivières en canot d'écorce, en pirogue, ou en se déplaçant à pied ou à cheval, ou plus tard en bateau à vapeur sur le Missouri. Et donc ils se rendent dans les pays indiens pour collecter ces peaux animales, notamment la peau de castor avec laquelle on fabrique des chapeaux en Europe. Donc il y a une économie du luxe qui est derrière toute cette aventure collective. Et donc voilà, je voulais faire un autre type de livre. Et le déclic, c'est-à-dire pas simplement une histoire générale, de faire l'histoire de groupes sociaux finalement, coureurs de bois, voyageurs, traiteurs, quel soit le trappeur, quels soient les noms qu'on leur attribue selon les périodes, selon l'activité précise à laquelle ils se dévouent. Donc il y a une douzaine d'années, en voyageant dans le Dakota du Nord, en me rendant dans la réserve de Fort Berthold, qui est une réserve amérindienne créée à l'époque de la conquête de l'Ouest, donc autour de 1870, et où on peut rencontrer des Indiens, Arikara, Mandan, Hidatsa notamment, qui sont des Indiens des plaines, donc, mais pas les plus connus des Indiens des plaines, puisque quand on pense Indiens des plaines, on pense Sioux, Cheyenne. Les trois groupes dont je parle, c'était des groupes sédentaires. Ils sont très présents dans le livre, par ailleurs. Et donc j'ai rencontré notamment un Indien Arikara qui s'appelle Alfred Junior Morset, et qui m'a reçu chez lui. Alors j'ai eu la chance de le rencontrer par l'intermédiaire d'un ami anthropologue américain qui, lui, connaît très bien cette réserve parce qu'il s'y rend depuis le début des années 70 pour collecter le patrimoine oral de cette communauté, les contes, les mythes, etc. Et puis aussi préserver l'héritage linguistique de cette communauté, puisque à l'époque où il a commencé... Je m'égare un petit peu, mais je vais y revenir. À l'époque où il a commencé à travailler chez les Arikara, il y avait encore des locuteurs, des vieilles personnes qui parlaient la langue. Et au tournant des années 2000, la langue Arikara n'est plus parlée par ces gens. Mais grâce au travail de cet anthropologue, la langue a été préservée. Et il y a donc des programmes de revitalisation linguistique qui permettent de l'enseigner encore, notamment sur la réserve. Et donc, Alfred Junior Morset, lors de cette rencontre, on a discuté en anglais,
m'a offert une très belle ceinture de perles que je garde précieusement chez moi aujourd'hui, et en me disant « From a Frenchman to a Frenchman ». Et Alfred Junior Morset, donc Morset, ça vient de Morissette. Il y a beaucoup de Morissette au Canada, au Québec, et il y a aussi des Morissets en France. Hein. À l'origine, en fait, il y a la souche, puisque ce Morset est un Indien, mais il a une origine française, donc vous l'avez compris. Il y a 3 Morissets qui ont traversé l'Atlantique au XVIIe siècle, qui se sont installés au Canada, donc à l'époque de la Nouvelle-France, et des gens originaires du Poitou-Charentes. Donc cet Indien a des origines françaises poitevines. Et puis il m'a raconté l'histoire de son ancêtre, le premier Morisset qui s'est rendu dans les plaines et qui s'est marié à une femme Arikara, et donc qui est à l'origine de cette histoire familiale métissée ou métisse. Donc il m'a raconté cette histoire. Donc à la fois c'était la découverte d'une Amérique un petit peu inconnue, invisible, invisibilisée, marginale, pas du tout valorisée dans la littérature, les romans, le cinéma, et encore moins dans l'historiographie. Et puis en même temps c'était le fait qu'il me raconte comme ça, d'après la tradition orale familiale, ce récit de vie. Ça m'a aussi donné envie de raconter des histoires. Donc j'ai fait le lien entre parler de cette Amérique invisible, donc que j'appelle Amérique fantôme, d'une part, et d'autre part, donner de l'épaisseur, de la singularité à des personnages, non plus parler des coureurs de bois de façon un peu générale, générique, comme un groupe social à part entière, ou peut-être un groupe social à part entière, d'ailleurs, c'est ce que je discute dans le livre précédent, mais parler de gens, voilà, de chair et d'os, avec des émotions, et essayer de faire ressortir tout cela, évidemment, sur la base des sources que je peux collecter à droite à gauche, en France, aux États-Unis ou au Canada. Alors, justement, je pense que c'est bien qu'on rentre directement dans le sujet. Est-ce que vous pourriez prendre un des personnages dont vous traitez dans le livre et nous expliquer, vous vous basez beaucoup sur la micro-histoire, sur comment faire émerger un monde social à travers la biographie d'un personnage, et nous montrer comment l'histoire d'une personne peut nous dire beaucoup de choses sur les interactions qu'il y avait à cette époque et dans ce lieu. Je voudrais juste donner un détail. On va parler de tout un tas d'endroits à travers le Canada actuel, les États-Unis actuels. Il y a des très belles cartes dans le livre à chaque début de chapitre. C'est assez rare dans les livres d'histoire, il faut le souligner, de beaux fonds de cartes qui sont très précises, où tous les lieux sont indiqués et on peut suivre de manière très fine les trajets qui sont effectués par les uns et les autres personnages. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes peut-être un peu perdu là dans l'explication. Oui, alors pour les personnages, j'ai un peu l'embarras du choix, puisque donc il y en a une dizaine dans le livre. Je les ai choisis, donc le livre a une perspective chronologique. Hein. Le premier personnage, ça se passe au XVIe siècle en Floride, et le dernier personnage, ça se passe dans la réserve de Fort Berthold, dont je parlais tout à l'heure, dans les années 1850-1860. Donc voilà, ça brasse large d'un point de vue temporel et également d'un point de vue spatial, comme vous le disiez. Et il y a aussi un glossaire des tribus autochtones indiennes dans le livre, parce qu'il y a beaucoup d'ethnonymes qui apparaissent dans le livre. Donc par exemple, donc si j'ai choisi ces personnages, c'est à la fois parce que chacun pouvait incarné, en tout cas représenté, en tout cas a vécu à telle ou telle période, donc c'est chronologique. Et puis parce qu'ils ont tous, ils sont un petit peu différents. J'en ai choisi certains parce que ils ont écrit, ce qui est extrêmement rare, puisque 99% de ces coureurs de bois étaient analphabètes. J'en ai choisi d'autres parce qu'ils avaient une petite notoriété à l'époque où ils ont vécu, qui fait que y a des sources qui parlent d'eux, et pour X raisons. Et puis j'en ai choisi aussi des obscurs parmi les obscurs, et pour lesquels il y a très peu d'informations. Alors celui pour lequel on a beaucoup d'informations, parce qu'il y en a quelques-uns, mais il y en a notamment un parce qu'il a écrit une autobiographie. Il s'appelle Pierre Esprit Radisson. Alors peut-être avez-vous été un jour dans les hôtels Radisson? Je ne sais pas si vous connaissez les hôtels.
Donc ça vient, je pense que tous les gens qui vont dans les hôtels Radisson ne savent pas d'où vient ce mot Radisson. Ça vient d'un petit Parisien qui a vécu au XVIIe siècle, qui est né à Paris, dans le Marais parisien. Son père s'appelait aussi Pierre Esprit Radisson, était un marchand linger à Paris. C'est d'ailleurs un méridional, son père. Il est originaire de Carpentras. Et donc une des sources que j'ai pu utiliser, c'est l'inventaire après décès de son père en 1641, qui permet de voir donc, quelle était l'activité économique de son père. C'est une famille avec 4 enfants, donc Pierre Esprit, qui avait 3 sœurs. Et donc son père meurt en 1641, lui est né vers 1636, on ne sait pas exactement l'année, mais c'est probablement 1636. Et avec ses 3 sœurs, autour de 1650, il va traverser l'Atlantique. C'est difficile de contextualiser les raisons pour lesquelles, probablement parce qu'ils étaient orphelins à ce moment-là. Donc ils vont peut-être chaperonnés par des missionnaires se rendre au Canada, en Nouvelle-France, et ils s'installent à Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est la ville qui se situe dans la vallée du Saint-Laurent, entre Québec et Montréal. Et c'est un personnage qui a plusieurs vertus historiques pour pénétrer dans ces univers de la rencontre entre les Français et les Amérindiens. Notamment parce qu'il incarne les 2 modalités, si vous voulez, d'insertion dans les sociétés autochtones. Enfin, il y a 3 modalités d'insertion dans les sociétés autochtones. Ça peut être soit des missionnaires qui vont tenter d'évangéliser les Amérindiens. Et alors, ce ne sont pas mes personnages, entre guillemets, mais ils apparaissent dans le livre parce que souvent, ils ont écrit, et donc c'est une source que j'ai pu utiliser. Et puis, d'autre part, ce sont les coureurs de bois, donc, qui vont faire du commerce avec les Indiens. Et puis, l'autre catégorie, l'autre modalité d'insertion, c'est les captifs. Parce que les Amérindiens faisaient beaucoup la guerre, et on fait la guerre pour tuer les ennemis, mais aussi on fait la guerre pour capturer et adopter, torturer, tuer parfois, mais adopter également certains d'entre eux. Et le jeune Pierre Esprit Radisson, qui a autour de 14 ans et qui chasse de façon un peu imprudente autour de la petite bourgade de Trois-Rivières, parce que les Iroquois, qui sont un peuple qui vit à l'époque juste à l'est du lac Ontario, donc un peu plus au sud, mais qui menace la colonie française. Les Iroquois rôdent, et donc il va chasser de façon imprudente avec 2 de ses amis, et il est capturé, ses 2 amis sont tués. Et donc il raconte ça dans son ouvrage, qu'il a écrit une vingtaine d'années plus tard. Et il raconte comment, donc là c'est très riche d'un point de vue ethnographique, on comprend comment se passe la capture, il raconte comment en fait les Amérindiens adoptent, plus que des individus, adoptent des corps. C'est-à-dire qu'il est dénudé, on lui met de la peinture rouge et noire sur le visage, on lui coupe les cheveux, on l'habille avec les vêtements des Iroquois, on lui apprend un petit peu la langue. Donc il y a un phénomène de transformation corporelle qui s'engage dès le moment où il est capturé, et sur le chemin du village Iroquois où il va s'installer. Quand il arrive dans le village Iroquois, il y a la scène classique quand des captifs arrivent, c'est la bastonnade. Donc il y a 2 rangées comme ça d'Iroquois, hommes, femmes, enfants, qui ont des bâtons et qui tapent sur les captifs qui passent, donc une sorte de rite de passage, et qu'on peut aussi interpréter symboliquement comme une sorte de canal d'accouchement, parce que en fait il va renaître du point de vue symbolique des Iroquois comme un nouvel individu. C'est-à-dire que le Radisson français socialement disparaît, et il devient le Radisson iroquois. Donc il est adopté à l'issue de puisqu'il survit à l'épreuve de la bastonnade, il est adopté dans une famille. Et alors voilà, je pourrais prendre d'autres exemples, parce que quelques temps plus tard, finalement il s'enfuit. Il arrive à Trois-Rivières. Juste avant d'arriver à Trois-Rivières, il se fait rattraper par des Iroquois. Donc il revient dans le village. Cette fois, il est torturé pendant plusieurs jours. Mais la famille qu'il avait adoptée auparavant réussit à obtenir gain de cause et à faire en sorte qu'il soit épargné, même s'il s'en sort avec beaucoup de bobos, avec des doigts brûlés et des ongles arrachés, qui sont juste une petit élément de la torture évidemment horrible que pouvaient faire subir les Iroquois à leurs prisonniers. Et puis ensuite,
tout jeune homme iroquois doit s'accomplir en allant faire la guerre. Donc il accompagne des amis hommes iroquois, il va faire la guerre, il ramène une captive pour sa mère, pour la mère qu'il a adoptée, donc sa mère iroquoise. Voilà, c'est un récit très picaresque, la façon dont tu le racontes, et en même temps très, très riche d'un point de vue ethnographique. Après, finalement, il s'enfuit. Il s'enfuit en passant par chez les Hollandais, donc la Nouvelle-Amsterdam, c'est en New York aujourd'hui, puis il se retrouve à Amsterdam, il revient à La Rochelle, il revient à Trois-Rivières, et celui qu'on prenait pour un fantôme dans la famille désormais parce qu'on pensait mort, donc retrouve ses sœurs à Trois-Rivières. Donc là, voilà, c'est la période de captivité, et puis après, il devient, avec son beau-frère, qui s'appelait Desgroseilliers, ils partent à l'aventure, il fait partie des premiers coureurs de bois, si vous voulez, hein. On est autour de 1660, et avec un canot d'écorce et accompagné par des Indiens qui sont venus des Grands Lacs pour faire du commerce aussi, parce qu'il y avait aussi des foires à Montréal, à Québec et à Trois-Rivières où venaient les Indiens. Dans la première moitié du XVIIe siècle surtout, et puis après, ce sont surtout les Français, donc les coureurs de bois, qui vont aller faire le commerce en se rendant chez les Indiens. Et donc là, ils se rendent, accompagnés par des Ojibwés, donc ils se rendent jusqu'à l'extrémité du lac supérieur, donc dans le Minnesota actuel. Et là, ils participent par exemple à une fête des morts. Une fête des morts, c'est quoi ? C'est une sorte de grand rassemblement intertribal où des Ojibwés, des Outaouais, des Sioux, les Sioux, que tout le monde connaît, apportent les os de leurs morts et ils les enterrent tous ensemble dans une grande fosse comme on peut s'échanger des objets, si vous voulez, pour fonder une alliance, on s'échange les os de ces morts pour devenir des alliés de façon ponctuelle dans le cadre de ce rassemblement. Donc Radisson décrit cela. Quand il arrive, et puis il raconte aussi, c'est intéressant, quand il est accueilli par les Sioux, d'abord il est dénudé, on le peint, il raconte il est peint tout en rouge, et puis les Sioux se mettent à pleurer sur lui. Alors au XVIIe siècle, pour un Français, l'échange des pleurs, c'est quelque chose qui est plutôt valorisé socialement, en tout cas dans la noblesse de l'époque, donc il faut recontextualiser aussi d'un point de vue anthropologique côté français ces gestes ou ces actions corporelles. Mais du point de vue des Amérindiens, pourquoi est-ce que les Sioux se mettent à pleurer sur la tête de Radisson ? C'est parce que les premiers Français, quand ils arrivaient, les premiers Européens, quand ils arrivaient chez les Indiens, comme ça, lors des premiers contacts, ils arrivaient avec des marchandises, donc des marmites en cuivre, des fusils, des objets en métal, et ils étaient souvent pris pour des esprits, hein, ou des Manitou. Hein. Les Sioux disaient Washichu. Parce que voilà, le fer, la détonation du fusil qui évoque le tonnerre. Donc ils sont pris pour des esprits. Et le fait de pleurer, c'est une façon de susciter la pitié de l'esprit qui va leur venir en aide, les aider à être plus performants à la chasse, à la guerre ou autre chose. D'ailleurs, ce terme Washichu, esprit, encore aujourd'hui, c'est une façon de désigner les Blancs chez les Sioux. Donc c'est un terme qui s'est pérennisé, mais le récit de Radisson est d'autant plus intéressant que c'est la première rencontre documentée entre les Sioux et les Européens. Hein. Le terme Sioux apparaît dans une relation de jésuites 20 ans auparavant, mais c'est la première fois qu'on parle véritablement, donc qui rentre entre guillemets dans l'histoire des Européens. Et d'ailleurs Radisson les appelle la nation du bœuf parce que ce sont déjà des chasseurs de bisons, sauf qu'à cette époque ils ne chassent pas le bison à cheval mais à pied, hein, sachant que l'adoption du cheval par les Indiens des plaines, ça se fait dans le courant du XVIIIe siècle, là on est en 1660, et si vous voulez, la civilisation équestre telle qu'on la connaît à travers les westerns, c'est quelque chose qui n'apparaît qu'à la fin du XVIIIe et dans le courant du XIXe siècle. Et d'ailleurs, Radisson, au final, finit sa vie en tant qu'entrepreneur. Il amasse de l'argent, il retourne en Europe, il crée la Compagnie des Aventuriers de Londres, qui, dites-vous, a subsisté ensuite pendant 300 ans à peu près en continuant à faire des échanges. Alors, c'est vraiment
à chaque fois, vous avez un récit comme ça, mais l'accumulation des différents récits de vie qui se suivent chronologiquement et qui se suivent dans l'espace aussi parce qu'on change de zone au fur et à mesure du temps, on retrouve toujours les mêmes thématiques. La thématique de l'adoption ou de l'entrée dans les tribus amérindiennes, la thématique de la violence aussi, qui est alors toujours présente, mais pas forcément à l'endroit des traiteurs. L'idée de la langue, donc là on parle de truchement au début, donc plutôt de personnes qui servent d'interprètes dans les premières rencontres avec les tribus indiennes. Et alors, peut-être commencer par ce thème de la langue, parce que vous avez quand même choisi des aventuriers francophones. Il y a énormément d'informations sur les échanges linguistiques dans votre livre et l'importance qu'une langue peut avoir, et notamment aussi dans l'écriture du livre même, étant donné que vous décidez d'utiliser les termes francophones pour désigner les tribus, pourquoi est-ce que vous-même, après ce travail sur des interprètes, vous choisissez d'utiliser les termes francophones de l'époque? Oui, effectivement, pour désigner les tribus amérindiennes, il y a trois façons de le faire. Soit on utilise, il y a plein de façons de le faire, mais on va simplifier. Soit on utilise les termes tels qu'ils apparaissent la première fois dans les sources, et il se trouve que les Français, en circulant beaucoup, comme vous l'avez compris, dans le continent nord-américain, ont souvent été les premiers Européens à entrer en contact avec les Amérindiens. Et alors aussi les Espagnols plus au sud-ouest, mais pour une bonne partie de l'Amérique du Nord. Et du coup, les termes qui apparaissent dans les sources, les ethnonymes qui apparaissent dans les sources, c'est la version française. Mais qui, alors soit ils inventent un terme, par exemple Huron, les Hurons, dont je parle dans le chapitre sur un des truchements, un truchement c'est-à-dire interprète, qui s'appelle Étienne Brûlé, qui va vivre chez les Hurons. Les Hurons ont sans doute été appelés comme ça par les Français parce que la coiffure à l'iroquoise ou à la huronne, ils avaient une hure comme ça, comme le sanglier. Mais en réalité, leur nom dans leur langue, c'est Wendat, les habitants de la péninsule. Sinon, il y a une autre façon d'appeler les Indiens, c'est en utilisant les ethnonymes qui ont été imposés par l'anthropologie américaine à partir du 19e siècle. Par exemple, dans les sources françaises, on disait pieds noirs pour désigner des Indiens du Montana aujourd'hui. Et les Américains ont traduit en Blackfoot tout simplement. Et puis sinon, il y a aussi les termes que les autochtones d'aujourd'hui veulent se réapproprier pour réaffirmer leur identité, leur singularité. Ils essayent d'imposer des ethnonymes qui sont leurs auto-ethnonymes, c'est-à-dire leur propre façon de s'appeler. Donc ça peut être Wendat pour les Hurons, ou par exemple les Arekara dont je parlais tout à l'heure, c'est Sanish. Et souvent tous ces termes dans la langue des Indiens, ça veut dire nous les hommes, nous les êtres humains. Mais par exemple le terme Sioux, c'est intéressant parce que qui s'est imposé aujourd'hui. Alors si je les utilise aussi aujourd'hui, c'est parce que si vous allez chez les Sioux, ça leur dérange pas du tout mais ils peuvent aussi s'appeler dans leur langue Lakota ou Dakota, qui signifie les êtres apparentés. Mais donc Sioux, pourquoi ce terme est apparu? Parce que quand les Français ont demandé aux Ojibwés, leurs alliés, comme Radisson tout à l'heure, qui voyageait avec les Ojibwés, comment s'appellent les autres là-bas, les Ojibwés lui répondent, ils s'appellent les Nadwesiou. Nadwesiou, ça veut dire les ennemis, parce qu'ils étaient ennemis à ce moment-là, ou les serpents, les ennemis. Et comme les Français avaient l'habitude de raccourcir les termes pour dire plus rapidement les choses, donc Nadwesiou, c'est devenu Sioux. Et le terme Sioux s'est imposé jusqu'à nos jours. Donc
C'est peut-être parce que justement je parle de cette Amérique française un peu oubliée que j'ai voulu, à la fois peut-être par un petit caprice personnel, mais aussi parce que ça a une logique scientifique, au sens où ce sont les termes qui apparaissent dans les sources et que ce sont ces sources qui me permettent de reconstituer ces itinéraires de vie. Donc tout cela explique pourquoi j'ai voulu valoriser ces mots en français. Et vous expliquez... Ça m'a l'air d'être une constante sur les 200 ans, un peu plus de 200 ans que vous étudiez. C'est que pour pouvoir être intégré dans une tribu où qu'il n'y ait pas de fait de violence, il faut parler la langue. Le premier critère pour pouvoir traiter, parce qu'effectivement il s'agit de commerce, il s'agit de personnes qui allaient acheter des pots de castor aux différentes tribus pour les ramener dans des villes d'où ces pots partaient en Europe. Mais la première considération, c'est parler la langue. Et à chaque fois, on voit des personnes qui parlaient plus ou moins bien la langue. Certains où on sent que ça a été un peu plus compliqué que d'autres. Est-ce que vous pourriez peut-être nous préciser ce rapport aux différents langages avec des gens qui pouvaient être effectivement analphabètes mais parler de très nombreuses langues? Oui, alors effectivement, et du coup, cet apprentissage linguistique montre bien que si je parle d'une histoire, si mon livre est aussi une histoire de la colonisation, c'est une histoire de colonisation à l'envers, au sens où on est dans des territoires où il ne faut pas préjuger la conquête des uns par les autres, c'est-à-dire la conquête des Indiens par les Euro-Américains. On sait que c'est ce qui va se passer à la fin, mais ce livre est écrit sans avoir cette fin en tête, mais en essayant de restituer les situations historiques telles qu'elles prévalent à travers les sources. Et donc, colonisateur, colonisé, ça n'a pas trop de sens, en fait, dans les situations historiques que je décris. L'exemple de la langue en est un. Ce sont toujours les Amérindiens ne sont pas du tout intéressés par l'apprentissage des langues françaises ou anglaises, donc ça les intéresse pas du tout. Et donc c'est toujours aux Européens d'apprendre les langues des Amérindiens. C'est le cas des missionnaires évidemment qui fabriquent à l'époque des dictionnaires pour favoriser leur travail d'évangélisation, mais c'est le cas aussi, peut-être de façon moins technique et précise que les missionnaires. Qui ont besoin d'évoquer des concepts parfois un petit peu compliqués, le paradis, l'au-delà, etc. Avant tout, pour les coureurs de bois, le but c'est de commercer, donc d'avoir quelques mots de base. Cela étant, certains de ces coureurs de bois, parce qu'ils se sont véritablement immergés dans ces sociétés, parce qu'ils étaient mariés à des Amérindiennes, et en vivant avec ces Amérindiennes, évidemment, apprenaient plus facilement la langue. Ont véritablement maîtrisé des langues et sont devenus, c'est le cas par exemple de Nicolas Perrault, un bourguignon qui s'est installé en Nouvelle-France à la fin du XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV, qui est devenu coureur de bois dans la région des Grands Lacs, mais aussi interprète pour le gouverneur français, qui chaque été recevait des délégations d'ambassadeurs amérindiens pour faire la paix, pour la diplomatie, si vous voulez. Et ce Nicolas Perrault était un interprète, il pouvait parler plusieurs langues. Donc, pour simplifier, il y a 3 gros stocks linguistiques. Hein. Il y a les langues iroquoiennes, donc les Hurons, qui ont été alliés aux Français et chez qui vivait Étienne Brûlé, le personnage de mon chapitre 2. Les Iroquois, ceux qui ont capturé Radisson, qui était souvent en guerre avec les Français, sont 2 exemples de peuples qui parlent des langues iroquoiennes. Donc ça, c'est le premier grand ensemble de langues. Le deuxième grand ensemble de langues, ce sont les langues algonquiennes, les Ojibwés, les Potawatomi, les Outaouais, les Cheyennes aussi, sont des gens de langue algonquienne. Donc le fait de maîtriser déjà une langue algonquienne pouvait permettre de se débrouiller un petit peu dans la langue, dans une langue qui était différente, mais avec des points communs. Et puis le troisième ensemble, c'est les Sioux, les langues siouennes, dont fait partie le Lakota et le Lakota, qui sont la langue
donc les deux langues des Sioux. Alors à chaque fois avec des variations dialectales, c'est la tour de Babel, hein, l'Amérique du Nord des Indiens. Donc c'est très compliqué. Chez les Arikara, il y a un traiteur, un coureur de bois à la fin du XVIIe siècle qui justement utilise, je crois, l'expression tour de Babel et dit que dans un seul village, il y a une dizaine de dialectes différents, mais ça s'explique d'un point de vue historique parce que en fait, ce village est une sorte de village de survivants des épidémies qui ont ravagé les plaines à partir des épidémies de variole qui ont ravagé les plaines à partir du XVIIIe siècle. Et du coup, ce qui était 40 villages auparavant, avec chaque village avec un dialecte particulier, les survivants se retrouvent dans un seul village, et donc il y a de grandes variations linguistiques. Et puis il y a un autre élément intéressant aussi, c'est que entre la façon de parler des hommes et la façon de parler des femmes, souvent est un petit peu différente. Et les coureurs de bois apprenaient souvent la langue grâce aux femmes parce que leurs compagnes. Et du coup, parfois, les hommes amérindiens se moquaient un petit peu d'eux parce qu'ils avaient des accentations féminines et pas masculines qui devraient être celles donc, des hommes qu'ils étaient. On peut peut-être évoquer la question sexuelle sur laquelle vous avez travaillé aussi et qui est récurrente et assez présente dans le livre aussi, à la fois pour les coureurs des bois qui, de manière nombreuse, s'installaient avec des indiennes, mais aussi parce qu'il y avait des échanges sexuels assez fréquents. Oui, effectivement. D'ailleurs, ça permet d'un petit peu de complexifier l'histoire de ces personnages, c'est-à-dire que j'essaye de sortir simplement d'une lecture économiste qui consisterait simplement à dépeindre ces individus comme des salariés des rivières parce qu'ils signaient des contrats auprès de marchands et puis donc ils gagnaient un salaire, etc. Et j'essaie de complexifier cette histoire en lui donnant une dimension plus socioculturelle, c'est-à-dire que par exemple pour ces hommes qui affrontaient les rivières, qui affrontaient l'hiver, qui affrontaient toutes sortes de dangers. C'était des coureurs de risque aussi. C'est un lieu pour se fabriquer une masculinité alternative par rapport aux masculinités dominantes dans la société dont ils proviennent. Les masculinités dominantes, c'est le militaire, par exemple, qui affirme sa valeur masculine à travers la guerre, ou surtout c'est le modèle du propriétaire hein, qui a une exploitation agricole et ce patrimoine foncier est la source de son autorité paternelle et du fait d'être un homme et de s'accomplir en tant qu'homme. Pour les coureurs de bois, donc il y a des formes alternatives, notamment de devenir alors le terme apparaît parfois, des grands hommes. Hein, le fait d'être capable de porter 50 kilos lors des portages, parce que parfois les rivières s'arrêtaient, où il y avait des chutes, des rapides, etc. Donc il fallait porter à la fois les canots et puis toutes les marchandises sur le dos, etc. Donc il y avait des rivalités entre tous ces hommes pour savoir qui était le plus fort, etc. Et donc c'est un peu le théâtre de la méritocratie corporelle, ce champ social de la course des bois. Et puis il y a aussi par ailleurs la rencontre avec les Amérindiennes qui joue évidemment un rôle très important. Il faut savoir que, par exemple, à l'époque de Radisson, en 1660, dans la colonie française, il y a à peu près 3000 individus, donc c'est pas beaucoup. Mais surtout, il y a à peu près 6 hommes pour une femme. Donc, il est clair qu'en se rendant dans ce qu'on appelait les pays d'en haut, parce qu'il fallait remonter les rivières pour s'y rendre, dans la région des Grands Lacs, c'était aussi une façon de rencontrer des femmes. D'autant plus que dans certains groupes, c'est vrai notamment dans les plaines, il y avait des formes d'hospitalité sexuelle qui existaient, dans lesquelles les femmes amérindiennes jouaient un rôle, comme l'attestent toutes sortes de sources, un rôle très actif. Et notamment dans les plaines, il y avait ce qu'on peut appeler une sorte de coït rituel, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, souvent les premiers Européens, les Français, étaient pris pour des esprits. Et donc le fait de coucher avec un individu dont on pense qu'il a des capacités
spirituelle, surnaturelle, c'est-à-dire capacité à entrer en contact avec des esprits lui-même. Donc le fait de coucher avec cet homme va permettre à cette femme, en couchant ensuite avec son mari, donc indien, de transmettre ses capacités spirituelles particulières. Ça existait avec les chamans, parce qu'en fait, ils sont pris un peu pour des chamans, si vous voulez, les coureurs de bois au départ, pour des esprits ou des chamans. Et donc, c'est un des exemples qu'on peut donner qui permettent de rendre compte de l'existence de formes de rapport au corps, à la sexualité qui sont pas celles de la société française ou coloniale française du XVIIe siècle, surtout au XVIIe siècle ou XVIIIe, où il y a une très forte culpabilisation de la chair. Et puis, par ailleurs, les mariages, alors on se mariait... les coureurs de bois se mariaient avec des Amérindiennes, souvent, pas toujours, hein, mais souvent, et en même temps, le mariage n'était pas conçu comme dans la société occidentale, comme quelque chose d'indissoluble. Ça pouvait être une succession de mariages. Donc le mariage et le fait que les coureurs de bois, justement, ne restaient pas toujours en place au même endroit, ça facilitait, théoriquement en tout cas, les séparations. Donc les séparations étaient beaucoup plus faciles dans les sociétés amérindiennes que dans la société occidentale traditionnelle. D'autant que manifestement les femmes s'occupaient des enfants et à partir du moment où le coureur des bois disparaissait ou passait dans une autre zone ou quoi, l'enfant retournait dans la tribu et devenait un Indien. Donc ce sont des enfants qui, pour beaucoup, disparaissent des sources dont on n'entend plus parler à partir du moment où il n'y a plus le coureur des bois dans le coin. Vous avez... Les coureurs de bois ne sont pas de bons pères, c'est ce que j'ai écrit quelque part. Souvent, ils ne s'occupaient pas de leurs enfants. Ce n'est pas toujours le cas. Certains ont ramené leurs enfants métis, donc, soit à Saint-Louis, soit à Montréal, avec évidemment le risque qu'il y ait des formes d'ostracisme par rapport à ces enfants métis. Mais c'est vrai que la plupart de ces enfants sont totalement invisibilisés parce qu'en fait, ils deviennent des petits Indiens. Donc, d'une part, parce qu'il peut y avoir de la part du père une forme d'abandon. D'autre part, parce que la mère veut s'occuper des enfants, donc ils deviennent des petits Indiens, du coup ils n'apparaissent pas dans les sources. Mais de temps en temps, il y a un missionnaire ou tel naturaliste, voyageur, officier qui évoque la présence de métis. Et cette visibilisation des métis est de plus en plus forte au cours du 19e siècle. D'ailleurs, si forte que, par exemple, chez les Sioux Yankton, qui est un sous-groupe des Sioux, au milieu du 19e siècle, on crée il y a 8 bandes chez ces Sioux Yankton. On crée une bande de métis, spécifiquement, donc qui sont les produits, un peu comme le morset dont je vous parlais tout à l'heure, là, chez les Arikara, là, chez les Sioux. Donc il y a une visibilisation de plus en plus importante du métissage qui fait qu'on crée un groupe spécifique pour eux. Donc ça a pu arriver comme ça. Et puis surtout, ce qui est plus connu au Canada, dans le Manitoba notamment, aujourd'hui dans la Saskatchewan, vous avez des métis qu'on a longtemps appelés les bois brûlés. Vous savez qu'au Canada aujourd'hui, vous avez 3 groupes peuples autochtones qui sont reconnus d'un point de vue juridique comme des autochtones. Vous avez les Inuits, vous avez les Amérindiens et vous avez les Métis. Et donc ça donne droit à toutes sortes de droits, de privilèges, d'aller faire la chasse à tel endroit, des avantages en termes de scolarité, etc. Et donc aujourd'hui, il y a toutes sortes de procès un peu partout au Canada pour savoir si tel groupe mérite d'être appelé métis. En tout cas, pour ce qui est des métis du Manitoba, c'est clair. Et c'est le produit de cette histoire des rencontres entre les coureurs de bois et les Amérindiennes, en l'occurrence surtout des femmes Cris, des femmes Ojibwe et des femmes Assiniboines, qui ont donné, et avec même une langue particulière qu'on appelle le Michif, qui est un mélange de français et de cri. Voilà. La plupart du temps, en fait, les enfants de, disons, familles européennes, quand ils avaient des enfants dans les villes, réapparaissent dans les sources au moment de l'héritage. Et on sait ceux qui sont toujours dans le coin et qui héritent soit des dettes, soit de la fortune, suivant la personne. Vous répertoriez quand même une histoire de viol autour du personnage autour de Toussaint Charbonneau.
Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler de cette histoire aussi de l'épouse connue de Toussaint Charbonneau, qui est la seule femme, je crois, dont on connaît le nom, enfin, une des seules femmes dont on connaît le nom, pas tout à fait la seule, mais dont on connaît un peu l'histoire. Pourquoi? Et après, on évoquera peut-être la question de la violence, en y revenant. Alors, Toussaint Charbonneau, alors viol, je vais y revenir, c'est pas clair. Toussaint Charbonneau, je ne sais pas si vous avez vu le film The Revenant avec Leonardo DiCaprio qui est sorti il y a 3 ans et qui parle de trappeurs dans l'Ouest américain. Peut-être pas. Peut-être connaissez-vous les Simpsons parce que le personnage de Toussaint Charbonneau y apparaît dans un épisode au début des années 2000. Toussaint Charbonneau, c'est un personnage que vous connaissez pas et c'est bien normal. Et pourtant, il est pittoresque et truculent. Il y a toutes sortes de sources qui parlent de lui. Donc c'est un Canadien, il est natif de Montréal. Il va s'installer dans l'ouest du Canada comme coureur de bois. Et il décide de s'installer sur place. Donc il avait signé un contrat d'engagement. Il se libère de ce contrat d'engagement. Et il reste sur place. Et c'est pour ça qu'on les appelait ces hommes qui... plutôt que de revenir à Montréal, par exemple, à la fin de leur contrat d'engagement, décidaient de rester sur place parce que ils se plaisent là où ils sont, ils se sont liés à une Amérindienne, ils ont une famille, enfin il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer pourquoi il y a une sorte de rétention de migration au fond de ces individus qu'on appelle les hommes libres parce qu'ils se sont libérés de leur contrat d'engagement. Donc Toussaint Charbonneau fait partie de ces individus, il s'installe dans le Dakota du Nord, l'endroit dont je vous parlais au tout début de mon intervention, ce qui va devenir la réserve de Fort Berthold, et il se lie à deux femmes. Il est chez les gros ventres, qu'on appelle aussi les Hidatsa. Et quand Lewis et Clark, les explorateurs américains, en 1804, sont mandatés par le président Jefferson pour traverser le continent, enfin, de Saint-Louis jusqu'au Pacifique, donc à travers les plaines et les Rocheuses. Donc ils remontent le Missouri, l'expédition de Lewis et Clark, une centaine de soldats, d'interprètes, etc. Et quand ils arrivent donc chez les gros ventes, là ils rencontrent Toussaint Charbonneau et ils décident de l'engager comme interprète, notamment parce qu'il est lié à deux femmes qui sont des Shoshones ou serpents en français, et c'est-à-dire que ce sont deux femmes qui ont été adoptées par les gros ventres et qui sont devenues gros ventres, donc en quelque sorte, mais qui sont d'origine Shoshone. Or, les Shoshones, c'est un groupe plus à l'ouest, et Lewis et Clark ont prévu de traverser le territoire des Shoshones, et donc ils ont besoin de gens qui parlent cette langue, parce qu'ils ont besoin d'acheter des chevaux chez les Shoshones. Donc, du coup, Lewis et Clark recrutent Charbonneau et Sacagawea, donc qui est cette indienne. Sacagawea, c'est une indienne, pour les Américains, elle est très connue. Vous avez deux Amérindiennes très connues aux États-Unis dans l'imaginaire américain, c'est Pocahontas, bien sûr. Et vous vous rappelez peut-être récemment que Trump a appelé Elizabeth Warren, la candidate démocrate, de façon un peu méprisante Pocahontas. En même temps, elle l'avait un petit peu cherché parce qu'elle a affirmé qu'elle avait des origines amérindiennes, ce qui n'est pas du tout avéré. Donc Pocahontas, et puis l'autre qui est très connu aussi, c'est Sacagawea. Pourquoi? Parce qu'elle a participé à l'expédition de Lewis et Clark, et que l'expédition de Lewis et Clark, cette traversée des Rocheuses et retour qui a duré pendant 2 ans, fait vraiment partie de la mythologie nationale américaine. Donc le fait pour Charbonneau d'avoir participé à cette expédition lui donne tout de suite une épaisseur historique intéressante. Donc il y a donc sur la question de la violence, Charbonneau, avant d'aller chez les gros ventres, il était donc dans un fort dans le nord du Canada, dans la Saskatchewan exactement, et il y a son chef de poste, son bourgeois comme on disait à l'époque, qui évoque un épisode où la mère d'une jeune femme aurait essayé l'aurait blessé d'ailleurs, parce qu'il revient au fort tout penaud et tout blessé, parce qu'il aurait voulu agresser sa fille. Et le bourgeois parle de... Alors je ne sais plus quel terme, mais je crois qu'il utilise le terme viol, enfin en anglais.
Cela étant, c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé parce qu'on a juste un petit élément de source, on ne peut pas croiser les sources. Il est clair qu'il était probablement un petit peu brutal et trop entreprenant parfois avec les femmes. Et il y a un autre petit épisode, mais là qui a été aussi monté en épingle par les historiens américains qui aiment bien dépeindre Charbonneau comme the bad guy. Hein. C'est le vilain de l'histoire, toujours. On le voit dans le film The Revenant où il apparaît comme très très méchant. Et ça commence dès les sources écrites qui en parlent, donc, comme vous le voyez, avec notamment Lewis. Clark apprécie Charbonneau parce que Charbonneau et Sacagawea voyagent avec un petit métis, justement, qui s'appelle Jean-Baptiste Charbonneau. Donc, il a 2 ans, il est au dos de sa mère et il participe au voyage. Et Clark tombe un peu amoureux, enfin, il se prend d'affection pour ce bébé, et donc du coup il s'intéresse un peu à Charbonneau. Mais Lewis le décrit très, très négativement, et à un moment donné, oui, il y a Charbonneau apparemment qui aurait levé sa main sur Sacagawea, voilà, et qui aurait été réprimandé pour ça. Cela étant, dans les années suivantes, il n'y a pas d'indication de violence particulière de Charbonneau, et puis Sacagawea et lui restent vivre ensemble jusqu'en 1812 où Sacagawea meurt d'une maladie. Et là, Charbonneau va se lier à toutes sortes de femmes parce qu'il était un peu décrit comme un coureur de femmes, ça c'est clair. Là où je trouvais ça intéressant, c'est justement le fait qu'il y ait très peu de documents sur ces violences, et y compris sur tous les coureurs des bois qui ont été adoptés ou qui sont intégrés dans des tribus. Ils subissent les violences que subissent, des violences de guerre ou après des violences liées au fait qu'ils traversent des tribus qui sont ennemies ou auxquelles ils ne sont pas présentés, etc. Mais je trouve que dans les représentations populaires qu'on en a fait par la suite, on dépeint un monde beaucoup plus violent que ce que vous avez l'air de trouver dans les sources. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai une lecture un peu naïve ou si réellement ça a l'air de s'être passé de manière assez... variable. Alors juste pour revenir sur la question du viol, les coureurs de bois ne pouvaient pas... alors il y a eu des violences ponctuelles, c'est évident, y compris à l'encontre de femmes, mais ce n'était pas quelque chose de généralisé ou de structurel, dans la mesure où précisément on est dans des zones contrôlées par les Amérindiens, et à partir du moment où un blanc va s'en prendre à une femme amérindienne, cette femme amérindienne a tout un réseau de parenté, des frères, pères, etc., oncles. Et le risque, et d'ailleurs ça apparaît souvent dans les sources, le risque c'est de recevoir un coup de tomahawk si on se met à être violent avec une femme. Donc du coup, les violences à l'encontre des femmes, c'est pas du tout quelque chose qui est structurel, c'est quelque chose qui a pu être ponctuel, mais pas davantage. Par ailleurs, il faut savoir que le viol, ça n'existe pas dans les sociétés amérindiennes. Contrairement à évidemment la société occidentale, notamment dans le cas de la guerre, hein, on sait que le viol c'est une arme de guerre, et ça jusqu'à nos jours malheureusement. Mais chez les Amérindiens, il y a quelques évocations, on pourrait rentrer dans les détails, mais globalement, la guerre, ça sert à tuer, ça sert à adopter. Et donc, comment on va peut-être adopter les gens, du coup, le viol n'est pas du tout répertorié dans les sources. Pour ce qui est des violences, les principales violences qui existent et qui peuvent être décrites dans ce livre, c'est les guerres entre les Amérindiens. Pour ce qui est des violences à l'encontre des coureurs de bois, ça pouvait arriver. Donc, enfin, il y a 2 risques. Hein. Donc, le fait de ne pas parler la langue, effectivement, et de se retrouver à un endroit où on ne parle pas la langue, du coup, on est pris pour un ennemi, parce que toute relation sociale chez les Amérindiens passe par la parenté. Il faut établir donc l'adoption. Il faut établir des liens de parenté. Et sans ces liens de parenté, on est un ennemi, donc on se fait tuer. Du coup, par exemple, l'autre possibilité, c'est simplement de se faire piller ses marchandises sans être tué. Par exemple, le personnage du chapitre 6, qui s'appelle Jean-Baptiste Trudeau, ou Trudeau,
comme le Premier ministre canadien aujourd'hui. Il y a beaucoup de Trudeau, de Trudeau au Canada aujourd'hui. Et ce Jean-Baptiste Trudeau, qui est le descendant d'un charpentier de La Rochelle qui a migré au Canada en 1659. Donc Jean-Baptiste Trudeau, il est né à Montréal en 1748. Il va s'installer à Saint-Louis. Et là, il devient coureur de bois. Il remonte régulièrement le Missouri avec sa pirogue bien remplie de marchandises. Et il va faire du commerce chez les Sioux ou chez les Arikara ou les Omaha ou toutes sortes de groupes amérindiens. Et en 1794, il est alphabétisé. Donc, il fait partie des 3 personnages du livre, Radisson, Nicolas Perrault, dont je vous ai parlé. Et donc, lui, qui ont pris la plume pour raconter leurs aventures. Et donc, il y a un journal de voyage assez extraordinaire qui est à la fois un reportage extraordinaire sur les Indiens des Plaines à la fin du XVIIIe siècle, qui est aussi un récit d'aventure. On a l'impression d'être un petit peu dans un western, parfois, avec tout ce qui lui arrive. Et notamment, il essaye de se rendre, donc remonter le Missouri depuis Saint-Louis, c'est plus de 2000 km pour arriver jusque Fort Berthold, dont je vous parlais tout à l'heure, donc au centre du Dakota du Nord. Donc c'est un voyage qui se fait en plusieurs semaines ou mois. Et lui, il veut aller chez les Mandanes. Les Mandanes ou les Arikara, si vous voulez, peu importe, c'est à peu près au même endroit. Et donc, il doit passer à travers d'autres groupes, mais il veut pas les visiter, il veut pas les rencontrer parce que sa pirogue avec plein de marchandises, ces marchandises, elles sont destinées pour lui à fonder un entrepôt, donc beaucoup plus au nord. Et donc, il passe à la sauvette de nuit, discrètement, furtivement, pour éviter de rencontrer les Otto, les Omaha, les Kansas, etc. Et parce qu'ils vont vouloir sinon commercer, voire le piller. Et puis malheureusement, il a un petit peu plus au nord, donc il réussit à passer les 3 premiers villages. Quand il arrive du côté chez les Sioux, sa pirogue est repérée et du coup il est alpagué par les Sioux. Et alors il dit, heureusement, ils sont 9 dans la pirogue, il y a lui et 8 compagnons. Il raconte que heureusement je parlais suffisamment la langue des Sioux pour me tirer de ce guet-apens, mais malgré tout, comme il n'est pas apparenté avec eux, et comme il se destine à un autre groupe qui sont des ennemis des Sioux, du coup il est en mauvaise posture. Et effectivement, les Sioux, à un moment donné, viennent se servir dans la pirogue, ils sont en position de force. Et donc, ils lui prennent... Alors, on est entre pillage et commerce, parce qu'ils laissent quand même quelques peaux animales comme ça, mais c'est eux qui dictent les termes de l'échange, si vous voulez, un échange un peu agressif. Ils se servent tranquillement. Et donc ça, ce sont des Sioux. Parmi les Sioux, il y a des Tétons et des Yankton, dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, ce sont des Tétons, et il n'est pas apparenté avec eux. Par contre, il y a quelques vieilles femmes Yankton, qui sont là et qui se rappellent de lui parce qu'auparavant, des années auparavant, il avait été adopté par des Yankton. Et il avait même un nom qui lui avait été donné par les Yankton. Malheureusement, il ne le donne pas dans son récit. Mais donc, ces femmes Yankton vont jouer un rôle pour le sauver. Et puis finalement, il va réussir à repartir avec sa pirogue et une partie de ses marchandises et ses 8 compagnons. Mais voilà, il y a toutes sortes de violences. Et la question centrale, c'est la question de la parenté. On va avancer dans le temps, ou en tout cas montrer... un des apports de la chronologie pour vous permettre ensuite de réfléchir à des questions que vous voudriez poser et laisser ce temps de la discussion. On voit au fur et à mesure la création des États-Unis, l'arrivée des différents Européens, l'État qui avance petit à petit, une forme de capitalisme qui s'installe. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ça, des États-Unis qui arrivent, notamment à partir de Lewis et Clark Effectivement, la première partie du livre, c'est plus sur la période de la Nouvelle-France, donc 17-18e siècle, et puis les derniers personnages sont des personnages qui, pour la plupart, vivent à Saint-Louis.
ou dans le pays indien, comme Charbonneau, mais de temps en temps il vient à Saint-Louis. Parce il va être embauché comme interprète du gouvernement américain. Et effectivement, où il y a un autre personnage qui s'appelle Étienne Provost, qui est né à Montréal et qui va s'installer à Saint-Louis, où il devient un trappeur très connu à l'époque. Et quand Provost s'installe à Saint-Louis en 1810, Saint-Louis est un village francophone de 2000 habitants. Tout le monde parle français. Et quand Provost, 40 ans plus tard, meurt en 1850, Saint-Louis est une ville de 78 000 habitants où la langue parlée est surtout l'anglais, l'allemand aussi. Il y a beaucoup de migrants allemands. Donc il a vécu, c'est assez fascinant d'ailleurs, et c'est difficile à reconstituer, mais il y a des petits éléments. Il a vécu la mutation qui est à la fois politique, puisque le Missouri, par exemple, devient un État américain en 1820. Une mutation démographique avec ces afflux de migrants de langue anglaise ou allemande, beaucoup d'Irlandais. Une mutation linguistique, parce que la langue, il y a encore en 1850, il y a peut-être encore 2 ou 3 000 francophones, donc qui parlent. Il y a une petite communauté, d'ailleurs c'est très peu étudié, qui parle français, mais qui est devenue ultra minoritaire. Et donc on peut d'ailleurs imaginer que Provost, au fur et à mesure du temps, parce que Provost c'est un trappeur, il dirige des caravanes qui vont dans les Rocheuses pour y chercher les peaux de bison ou de castor. C'est aussi un pilote d'embarcation sur le Missouri. Donc il passe beaucoup de son temps, il est marié à une femme euro-américaine à Saint-Louis, mais il passe beaucoup de son temps comme un marin en quelque sorte, qui part régulièrement de Saint-Louis, non pas sur la mer mais sur les rivières. Mais par contre, quand il est sur les bateaux qui remontent le Missouri, quand il est dans les comptoirs dans le Dakota du Nord, Dakota du Sud ou ailleurs, là il peut parler français. Parce que tous les gens, toute la main-d'œuvre des compagnies de fourrure, ce sont une bonne partie d'entre eux, en 1830, à peu près 3/4 ou 4/5 des employés, ce sont des francophones. Donc là, on sort vraiment de l'imaginaire du western. Donc voilà, on peut se plaire à imaginer qu'il est d'autant plus à l'aise, lui, à pratiquer ce métier, qu'il peut parler sa langue, ce qu'il peut faire plus difficilement à Saint-Louis. Et effectivement, c'est pas ce que j'étudie directement dans le livre, mais c'est quand même très visible cette montée en puissance des États-Unis, d'un point de vue aussi militaire, parce qu'il y a des garnisons qui s'installent progressivement le long du Missouri. Donc on ne sait pas encore la période de la conquête de l'Ouest, parce que la conquête de l'Ouest, quoi qu'il y a déjà une guerre en 1823 qui oppose les Américains aux Arikara, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais la conquête de l'Ouest, c'est plutôt à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, et surtout dans les années 1860, 70 et 80. Mais malgré tout, cette puissance militaire commence à apparaître. La puissance du capitalisme américain aussi, avec ses effets dévastateurs pour la faune, la flore, parce que les bateaux à vapeur qui remontent le Missouri, on a besoin de bois, du coup il y a de la déforestation, donc ça abîme donc j'ai pas du tout une vision angélique de cette période qui serait pas violente et pas. Il y a aussi la surexploitation de la faune, donc la destruction des bisons, qui va s'accentuer un petit peu plus tard, mais ça commence parce que les peaux de bison, les langues de bison sont commercialisées. Et pareil pour le castor. D'ailleurs, l'extinction partielle du castor, excusez-moi, fait que cette économie progressivement chute et que les foires des Rocheuses, dont j'en ai pas parlé, mais dans le livre j'en parle, où Provost se rend régulièrement, disparaissent à partir de 1840. Donc effectivement, c'est aussi une histoire des États-Unis, mais une histoire des États-Unis à l'envers, si vous voulez, parce qu'elle est prise, elle est perçue du point de vue plutôt des francophones qui sont déjà sur place, et évidemment du point de vue aussi des Amérindiens. Et pour le coup, sur les derniers chapitres, on assiste vraiment à la disparition d'un monde.
donc avec les bateaux à vapeur qui arrivent, avec la grande épidémie de 1837. On sent que toute la liberté ou l'autonomie qu'avaient pu chercher les coureurs des bois dans... Je ne sais pas si on peut parler de l'Ouest sauvage, mais enfin, en tout cas dans le pays d'en haut, à ce moment-là, disparaît et qu'il y a quelque chose d'autre qui s'installe. Oui, effectivement. Le plus tragique, c'est pour les Amérindiens, évidemment. Après, les trappeurs, même si la grande période de la collecte des fourrures s'arrête dans les années 1860-70, après, la frontière, ils peuvent aller dans le Grand Nord, voilà, jusqu'à nos jours. Hein. Quelque part, il y avait un film de Nicolas Vanier, je crois, qui s'appelle Le Dernier Trappeur, il y a une quinzaine d'années, qui raconte ça. Mais ce sont plusieurs mondes qui disparaissent, donc c'est à la fois parce que ça va mener donc à la soumission des Amérindiens, c'est à la fois la souveraineté politique des Amérindiens qui va disparaître. Ce sont donc des mondes sociaux qui disparaissent à la fois d'un point de vue économique et aussi d'un point de vue linguistique et culturel, puisque ces mondes francophones du coup et le dernier chapitre raconte la rencontre, c'est un chapitre très court mais qui raconte la rencontre entre un colonel français de l'armée américaine qui s'appelle Trobriand, qui est d'origine bretonne et donc qui participe à la conquête de l'Ouest. Il s'installe dans un fort dans le Dakota du Nord, donc le fort Berthold, et il rencontre Pierre Beauchamp, qui est un trappeur d'origine franco-canadienne, et trop brillant quand il arrive dans le Dakota du Nord, il s'extasie, il découvre cette francophonie, c'est un peu anachronique, mais cette francophonie nord-américaine qu'il n'avait pas imaginée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent encore français, dont ce Pierre Beauchamp, qui est un trappeur, qui lui raconte du coup sa vie. Mais du coup, il y a une sorte de connivence qui se crée entre eux. Et grâce à Trobriand, donc on a des informations sur ce Beauchamp. Et sur la couverture du livre, on voit le fils de Pierre Beauchamp, qui s'appelle Peter Beauchamp, donc avec un Amérindien Arikara, qui est donc un métis. Et moi, dans la réserve, quand je m'y suis rendu il y a une dizaine d'années, à deux reprises, j'ai pu rencontrer à la fois le Junior Morcette dont je parlais au début, mais aussi beaucoup de Beauchamp. Qui sont donc des Indiens Arikara, mais au nom français. Et donc, il faut vraiment aller là-bas et interroger les gens pour savoir qu'il y a des mémoires familiales qui existent, parce que sinon, ça reste dans dans l'intimité familiale, et puis ça peut être très bien comme ça, mais c'est aussi bien de mon point de vue, ce que j'ai essayé de faire, d'évoquer cette Amérique invisibilisée. Est-ce que vous avez déjà des questions ? Bon, il y a eu beaucoup d'informations. Je comprends bien, sachez qu'il y a beaucoup d'autres thèmes qu'on n'a pas abordés encore, toutes les notions d'échange, de dons, qui pouvaient être très différents et peut-être des fois un peu tendus dans les relations commerciales. Il y a tout le rapport à la nature. Par exemple, pour moi, les coureurs des bois, je les imaginais dans la forêt, dans la montagne. En fait, ils sont principalement sur des bateaux. Sur les fleuves, sur les rivières, sur les lacs, et ils passaient beaucoup en bateau. L'arrivée des chevaux, donc tout le rapport aux animaux. Il y a énormément de notions ethnologiques qui apparaissent très peu sur les religions d'Europe. C'est même les pratiques religieuses européennes. Alors au début avec les missionnaires on en parle beaucoup, mais très peu après, mais beaucoup sur les religions amérindiennes par contre. Donc il y a énormément de choses qui sont traitées par le biais des personnages. Mais vous parliez de la photo de couverture, peut-être quelque chose sur la création des images qu'il y a de ces coureurs des bois et trappeurs et truchements, etc. Vous avez un encart d'images assez important au milieu du livre. Alors bon, il y a des cartes d'époque, mais il y a aussi beaucoup de peintures qu'on connaît plus ou moins bien, de peintures, de gravures d'époque. Est-ce que vous pourriez peut-être nous évoquer la manière, vous en parlez de ces peintres, la manière dont eux-mêmes ont pu contribuer à créer une légende, peut-être, ou à créer des documents historiques, en tout cas? Alors, effectivement, ces illustrations, pour moi,
c'est pas juste des illustrations précisément, c'est vraiment des documents historiques. Par exemple, la toute première, qui est une gravure de Théodore de Brie de la fin du XVIe siècle, où l'on voit un truchement normand qui est en train de se faire assassiner par 2 Indiens de Floride, des Timuquois. Et en fait, cette archive iconographique, c'est quasiment la seule information qu'on a sur cet individu qui s'appelait Pierre Gamby. Il y a 2, par ailleurs, parce que ce peintre, Théodore de Brie a fait cette image, mais à partir de peinture qui était faite par un Français qui s'était rendu sur place, qui s'appelle Jacques Lemoine de Morgue, qui a aussi du coup écrit un petit peu, et il évoque ce truchement, Pierre Gamby, et il y a une autre source d'un capitaine d'expédition qui en parle, mais du coup voilà, il y a 3 sources sur Pierre Gamby, et cette source est très, très intéressante. Ça montre aussi le potentiel de violence qui peut exister, parce que pour revenir sur la question de la violence, les 2, le chapitre 1 et le chapitre 2 qui parlent de truchement, donc celui-là, et le deuxième c'est Étienne Brûlé chez les Hurons, les 2 sont assassinés par des Amérindiens. Donc parfois ça se passait quand même assez mal. C'est vrai que, par exemple, il y a un autre peintre, il y a beaucoup de peintures de ce peintre 19e siècle, Alfred Jacob Miller, qui est un jeune peintre américain originaire de Baltimore, et qui est engagé par un aristocrate écossais qui adore aller chasser dans les Rocheuses, et qui participe à des expéditions dans les Rocheuses, à ces foires où on va récupérer les podcasters, parce qu'il y a des trappeurs qui vivent dans la montagne et qui chassent l'hiver, et qui du coup préparent ce qui va être récupéré donc par ces caravanes. Et donc il y a un de mes personnages qui s'appelle Étienne Provost, que j'évoquais tout à l'heure, et qui est le guide de ces caravanes. Et donc Miller va dépeindre cet univers. C'est le seul peintre à avoir, seule représentation visuelle des foires des Rocheuses contemporaines. Il n'y en a pas d'autres, à part grâce à ce peintre. Donc il a fait plusieurs centaines d'aquarelles, et sur 2 d'entre elles, et peut-être 4-5 autres, on voit la silhouette de Étienne Provost, qui est très reconnaissable parce que c'est une sorte de Falstaff des Rocheuses, bon vivant, etc. Et puis il avait une énorme bedaine, donc on le repère assez vite sur les images. Ce qui est intéressant avec les peintures de Miller, c'est qu'il dépeint vraiment la vie quotidienne des trappeurs, et il fait ressortir leur côté, leur tranquillité, une forme de oisiveté. On les voit parfois, ils sont allongés comme ça dans la prairie, et puis ils ont comme s'ils étaient en train de rêver. Et c'est pas du tout l'image du coup virile, héroïque, qui est celle de peintres qui vont venir un petit peu après, qui vont dépeindre la conquête de l'Ouest, où on voit un trappeur sur son cheval comme ça, le torse bombé, etc. Donc là, c'est une autre image qui apparaît de ces univers, ce qui renvoie à la propre personnalité du peintre, évidemment, mais ce qui renvoie, je pense, d'un point de vue plus objectif, à ce qu'il a pu observer lui-même, c'est-à-dire, encore une fois, je vous disais, sortir de la lecture purement économiste. Je pense que ces individus, dans ces paysages majestueux, on ressent, et malgré les dangers qu'ils pouvaient affronter, on ressentit un sentiment de liberté assez important, et Miller le fait bien ressortir. Alors, je vais vous demander d'aborder un point plus personnel pour en venir aux études sur les coureurs des bois. Excusez-moi. C'est coureur de bois. Je précise, pardon, parce que ça m'a valu un désaccord avec un éditeur, et il voulait absolument écrire coureur des bois, et je lui expliquais que dans les sources 17e, 18e siècle, c'est toujours coureur de bois. Pourquoi ? Parce que coureur de bois, c'est un terme qui est inventé, ça apparaît en 1672, pour désigner donc ces individus qui allaient faire du commerce, et c'est un terme très péjoratif à l'origine. Un coureur de bois, c'est un terme qui est inventé, qui est forgé sur le modèle de coureur de nuit, par exemple, c'est les délinquants dans les villes de France au XVIIe siècle, ou coureur de prétentaine, coureur de jupons, coureur de balles, coureur de, etc. Donc c'est toujours de,
Et du coup, c'est pas et si on écrit coureur des bois, ce que font pourtant les Québécois aujourd'hui, parce que la littérature québécoise au 19e siècle, en voulant bien faire, en fait, a transformé le 2 en des, et du coup, ce qui explique, ça paraît plus logique, mais en fait, coureur de bois, c'est celui qui fréquente les bois, celui qui vagabonde dans les bois. Et le coureur des bois, à la limite, ça serait plus d'un point de vue linguistique, syntaxique, celui qui sprinte dans les bois. Mais c'est pas du tout le sens, vous l'avez compris, Pardon pour cette petite parenthèse. Non, mais c'est très intéressant parce que ça illustre le type de précision qu'il y a dans le livre qui sont toujours très très bien expliquées, mais où on apprend beaucoup de choses et où on comprend. Enfin, on pourrait parler de toutes les sources que vous avez dû mobiliser, mais on comprend la richesse de l'étude et de tout ce qui a été mobilisé pour réussir à avoir tant de précision sur des personnes dont les vies sont quand même très peu documentées, en tout cas par elles-mêmes. Mais je reviens à ma question. Pour en arriver donc à l'étude des coureurs de bois, c'est plutôt par le dernier des Mohicans ou c'est plutôt par Jeremiah Johnson pour vous? Les deux. Si on remonte loin dans l'enfance, c'est plus le dernier Mohican, mais après, c'est vrai que Jeremiah Johnson, c'est le seul film véritablement, enfin, il y en a quelques-uns, mais les westerns, comme vous le savez, c'est toujours des héros anglo-américains. Bon, c'est le cas aussi de Jeremiah Johnson, mais surtout, ça dépeint la conquête de l'Ouest, avant tout. Et donc, les westerns, les films qui dépeignent ces univers des coureurs de bois, des trappeurs, de la collecte des pelleteries parmi les Amérindiens, il y en a quelques-uns. Ils sont très peu nombreux. Donc, récemment, il y a eu The Revenant de Inarritu avec Leonardo DiCaprio. Et puis surtout le film majeur, il y a 4-5 films mineurs qu'on peut citer, mais il y a 2 films majeurs. Il y a Jeremiah Johnson, donc film de 71 ou 12 avec Robert Redford, film magnifique de Sidney Pollack où on voit donc un trappeur qui va seul, d'ailleurs, ce qui n'est pas très historique parce que souvent les trappeurs, à cause des dangers justement, circulaient en groupe. Comme ces caravanes que j'évoquais tout à l'heure. Donc, il va seul. C'est un western très écologique aussi. On est dans les débuts des années 70. Et la quête de liberté, donc la contre-culture américaine. Donc, c'est tout ce contexte-là qui permet de comprendre ce très beau western et qui devient une histoire de vengeance parce que on tue sa compagne et l'enfant qu'il a adopté. Et ce sont les crows, les corbeaux, donc comme je les appelle dans mon livre, parce que c'est comme ça que c'est dans les premières sources. Donc ce sont les corbeaux qui l'attaquent et qui le tuent les uns après les autres. Et c'est un personnage, Jeremy Jones d'ailleurs, qui a véritablement existé. Même si après on a romancé certaines choses. Et puis l'autre grand film qui dépeint ces univers, c'est la Captive aux yeux clairs de Big Sky, un film de Howard Hawks de 1952 avec Kirk Douglas notamment. Et c'est un film très intéressant parce que alors là, les 2 héros sont aussi des Anglo-Américains. C'est habituel, mais il remonte le Missouri, donc on voit des bateliers et à partir de Saint-Louis, donc ça se passe dans les années 1840 et donc ils ont recruté des acteurs québécois par exemple et donc ça parle français et on les voit tirer les cordes pour faire avancer le bateau. Donc il y a une dimension ethnographique, linguistique et puis dans le mode de vie de ces bateliers qui est extrêmement rare. Qui témoigne d'un intérêt de Howard Hawks pour la francophonie. Il faut dire qu'on est juste après la Deuxième Guerre mondiale, donc il faut contextualiser aussi les choses. Donc l'alliance entre la France et les États-Unis, parce qu'il y a un autre film aussi avec Clark Gable. Alors le titre m'échappe, désolé, mais à un moment on voit un camp de trappeurs et il chante Alouette, gentille Alouette. Donc voilà, c'était sa façon. Mais le réalisateur avait combattu en France aussi, donc ça pouvait le rendre d'autant plus sensible à cette francophonie historique en Amérique du Nord. À la lecture, c'est un livre étonnant, c'est-à-dire c'est un livre d'universitaire sans aucun doute, mais où on est complètement porté par les vies de ces personnes. Sont des vies extrêmement aventureuses et toutes très différentes les unes des autres.
et du coup, il y a aucun moment de l'ennui. Les rêves et les fantasmes, même si certaines idées qu'on peut avoir préconçues sont brisées un peu terriblement par la réalité des sources, mais il y a quand même un imaginaire développé et des choses qui se passent qui sont complètement étonnantes et ahurissantes. Et voilà, c'est vraiment un livre dans lequel on peut avancer, progresser. Alors, à lire dans l'ordre, hein, c'est pas une encyclopédie, c'est pas il faut commencer du début et avancer dans les biographies, mais c'est vraiment un très beau texte où on comprend qu'il y a une avancée dans le temps, il n'y a pas de transition entre les chapitres et entre les personnes, mais on retrouve des événements, on avance petit à petit, on comprend le lien qui se crée petit à petit. Donc, c'est pas du tout assommant ou difficile comme lecture, c'est une très belle réussite là, sur des suites de biographies, donc bravo et merci. Mais voilà, n'hésitez pas à y aller. Il y a effectivement une masse d'informations impressionnante, mais qui n'est pas du tout assommante. Merci beaucoup. Donc si jamais vous avez... Non, sinon vous l'avez compris, c'est un excellent cadeau de Noël à offrir. Ah, c'est vraiment... on pense tous à des gens à qui on peut assez facilement le proposer. Et c'est même... pour vous, si vous ne l'avez pas encore lu, une très bonne lecture. On s'arrête donc là. Merci beaucoup. Gilles Havard. Merci d'être venu. Vous avez pu écouter Gilles Havard autour de la publication de son ouvrage aux éditions Flammarion, L'Amérique fantôme, les aventuriers francophones du Nouveau Monde, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 28 novembre 2019. Gilles Havard a aussi fait paraître L'histoire de l'Amérique française chez Flammarion en 2003, Grand Prix de la Société des gens de lettres et Histoire des coureurs de bois aux Indes savantes en 2016, couronné du Grand Prix des rendez-vous de l'histoire de Blois.